Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Nicolas Boisard, chargé de mission au sein du CARIFOREF Pays de la Loire. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire dédié à l'actualité du CPF pour les salariés. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un petit point. Si pour une raison ou pour une autre, vous avez une difficulté technique à suivre ce webinaire, notre équipe est disponible pour vous répondre au numéro que vous voyez affiché. Et puis par ailleurs, assez classiquement, comme pour d'autres webinaires, nous privilégierons la zone de conversation, la zone de chat pour recueillir vos questions et pour que les intervenants puissent vous répondre. Si par hasard, ce qui a déjà pu arriver, vous aviez des soucis pour poser vos questions, n'hésitez pas à nous les adresser à cette adresse mail que je vous invite à noter. C'est l'adresse mail du pôle accompagnement des professionnels du CARIFOREF, donc pro-efop@cariforef-pdl.org. Voilà. Et puis, donc, j'entends encore quelques micros et quelques vidéos. Merci aux uns et aux autres de bien vouloir désactiver au moins vos micros, en tout cas, pour permettre aux intervenants de pouvoir partager pour tous après en toute fluidité. Et puis, eh bien, écoutez, ce matin, pour nous faire un point sur l'actualité du CPF pour les salariés, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Philippe Brivet, de la Caisse des dépôts et consignations, donc qui nous fera un point d'avancement sur Mon compte formation, l'application dédiée au CPF, et en particulier avec une focale sur tout ce qui concerne les mécanismes qui peuvent faciliter le financement de dossiers. Je pense aux abonnements et aux dotations, et pour les salariés en particulier. Et puis, par ailleurs, on aura une illustration de ces mécanismes avec une intervention d'Emmanuel Zarca de la région Pays de la Loire, et qui présentera le dispositif formé plutôt que licencié dans un second temps. Et on vous présentera par ailleurs l'application et un pas à pas détaillé qui vous permettra de visualiser comment concrètement mobiliser ces mécanismes d'abondement et de dotation, et en particulier pour ce dispositif formé plutôt que licencié. Voilà, j'en ai quasiment assez dit. Comme à l'accoutumée, nous enregistrons ce webinaire et il sera mis à disposition sur notre site dans la rubrique professionnalisation. Nous y reviendrons. J'entends des micros ouverts, s'il vous plaît, avant que notre intervenant. Merci de bien vouloir désactiver ce micro pour ne pas nous. Merci. Et eh bien, je vous propose de passer la parole directement à Philippe Brivet pour qu'il puisse nous présenter l'actualité du CPF pour les salariés en lien avec Mon compte formation. Philippe, bonjour, c'est à toi. Bonjour, bonjour Nicolas, j'espère que vous m'entendez bien. Je t'entends très bien. Bon, ben, ça doit être pareil pour l'ensemble des personnes, donc on va partir là-dessus. C'est toi qui déroule le support, hein. Bon, bah, comme j'ai un temps qui est, je crois, d'une vingtaine de minutes, on va essayer d'enchaîner assez rapidement les séquences pour laisser éventuellement la parole aux questions. J'ai préparé quelques diapositives pour démarrer, pour vous montrer un peu à la fois la simplicité et je dirais le caractère assez basique en fait de l'application, qui permet à tous les titulaires, puisqu'en fait tous les actifs ont un compte personnel de formation qu'il faut activer. J'insiste là-dessus, tous ne l'ont pas fait, donc c'est la première chose qu'il est important de noter au démarrage pour pouvoir acheter une formation en ligne. Il faut avoir activé son compte. Tous les actifs, encore une fois, ont un compte, mais loin de là, tous ne l'ont pas activé aujourd'hui. On considère à peu près qu'un tiers seulement des actifs ont activé leur compte. Une fois qu'ils ont activé leur compte, voilà grosso modo les quelques mires que l'on peut présenter pour montrer la simplicité d'accès au système. D'abord, une identification par le biais de France Connect qu'on a mis en place assez récemment et qui a pour objectif en fait de limiter les cas de fraude. On a malheureusement constaté
Et pour nous, c'est un point qui est très sensible. On a malheureusement constaté un nombre de fraudes, enfin, peut-être pas très important, mais quand même significatif, qui fait qu'aujourd'hui, on demande à ce que les titulaires, lorsqu'ils s'identifient, passent par l'application France Connect. Donc, s'ils n'y ont pas accès, ils s'inscrivent sur France Connect, ce qui leur permet après d'accéder à mon compte de formation, comme ils peuvent accéder à leur compte Amélie ou alors aux applications fiscales notamment. Ensuite, une fois qu'ils accèdent, qu'ils passent cette étape, ils peuvent consulter tout simplement leurs droits. Une fois qu'ils ont consulté leurs droits, ils peuvent simplement aller se balader dans l'ensemble des formations qui sont présentes sur mon compte de formation. Ils ne sont pas forcés d'accepter immédiatement les conditions générales d'utilisation. Ils peuvent simplement se balader pour aller voir sur le site quelles sont les formations qui sont disponibles à proximité de chez eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, soit de manière par curiosité simplement, ou dans l'optique de rechercher, de trouver une formation. S'ils trouvent une formation, il faut qu'ils acceptent les conditions générales d'utilisation. Ça, c'est un préalable. Et lorsqu'ils trouvent une formation qui les intéresse et qu'ils ont validé leurs conditions générales d'utilisation, ils s'inscrivent simplement en cliquant sur les petits boutons que vous voyez apparaître sur, c'est un petit peu petit peut-être, mais c'est assez simple d'emploi. Ça leur permet de rentrer directement en contact avec l'organisme de formation pour pouvoir affiner le besoin de formation qui est le leur. Vous voyez que c'est assez intuitif comme dispositif. Une fenêtre d'accès via France Connect qui permet de sécuriser le système, un accès à au montant dont ils disposent. Vous verrez que sur la diapositive qui est passée derrière nous, ils ont tout. Ils ont la possibilité même jusqu'à la fin du mois de juin d'y intégrer les droits DIF qu'ils peuvent avoir, et puis ensuite d'aller chercher toutes les formations qu'ils veulent et d'aller s'inscrire en direct sur leur application. Je répondrai aux questions si vous en avez. J'ai entendu quelques petits flashs à l'oreille, donc je pense qu'il y a quelques questions qui vont se dérouler. Et Nicolas, tu me diras si tu n'hésites pas à m'interrompre si c'est nécessaire. Ok, écoute, peut-être je relais effectivement une première question. Les personnes qui ne peuvent pas passer par France Connect, car pas de compte Amélie ni compte impôt, ont-ils une autre solution? Voilà. Non, en fait, aujourd'hui, il faut passer par France Connect. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas accès à l'application France Connect, ils s'inscrivent. C'est assez simple comme dispositif. Donc, il n'y a pas d'autre solution. C'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour sécuriser le système et pour éviter les cas de fraude. Ok, merci Philippe. Et je profite aussi, il y a eu quelques réactions. Alors, si vous ne m'entendez pas, en l'occurrence, ça va être compliqué. 2 personnes n'entendaient pas, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une minorité. J'en profite. Je vais te laisser poursuivre, Philippe, ta présentation, et je mettrai une petite remarque à leur attention. Donc, nous avons évidemment un enregistrement et un replay disponible en cas de problème très localisé de son et d'image. Mais sinon, voilà. Tu m'entends bien, toi, Nicolas, il n'y a pas de problème. Je m'entends parfaitement et je vois très bien également la présentation. OK. Alors, sur les chiffres clés, là encore, je vais passer assez vite là-dessus, mais parce que vous aurez à votre disposition le support dans le replay et Nicolas se chargera de l'envoyer si c'est nécessaire aux personnes qui le souhaitent, puisque ça sont des données publiques. Donc là, ça vous montre en quelque sorte l'ampleur du succès de l'outil Mon compte de formation. Là, vous avez la partie consommation, donc qui vous montre qu'il y a 1,7 million de personnes au 11 mai, ça fait quelques jours, ça fait une quinzaine de jours environ. Il y a 1,7 million de personnes qui ont fait une demande d'inscription depuis la création du site le 25 novembre 2019. Donc le site est jeune, il a 15 mois, 16 mois. Et en 15 mois, 16 mois, on est dans les 10 sites marchands les plus utilisés en France aujourd'hui.
Donc c'est assez significatif. Regardez aussi le nombre de millions de dossiers qui ont été acceptés en termes de dossiers de formation, tout en haut à droite. Regardez ce que ça représente. C'est le petit cochon qui représente un peu la partie financière du dispositif que vous voyez sur la droite et qui vous montre ce que ça représente aussi en termes de coût pédagogique, 2,4 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est un site qui commence à peser dans l'écosystème de la formation professionnelle. À la diapositive suivante, vous voyez l'offre, enfin la partie qui concerne la région Pays de la Loire. Donc pas l'offre, mais ce qui se passe sur la région Pays de la Loire. Donc là, on se focalise sur la région avec le nombre de formations validées, ce que cela représente en termes de coût pédagogique. Et vous avez une petite indication aussi sur le nombre de dossiers qui ont été annulés. À 9,8%, on est exactement dans la moyenne nationale. 10% sur 100 dossiers qui sont validés, il y en a 90 qui vont au bout. Et dans la région Pays de la Loire, on est dans la moyenne nationale. Vous voyez qu'en termes on voit aussi sur cette diapositive alors j'ai mis le top 6, j'ai plus d'informations que ça, mais pour que ça soit visible et pour que ça soit lisible sur une diapositive, j'ai limité à 6. Mais vous voyez les 6 premières formations qui sont achetées dans la région Pays de la Loire. Ces chiffres sont plus récents, ils datent du 19 mai et pas du 11 mai comme les chiffres précédents. Et là, vous voyez permis de conduire en premier, bilan de compétences, tout ce qui concerne la reprise et la création d'entreprise, le TOSA, le TOEIC et le CACES. Voilà, dans l'ordre, en quelque sorte, quelles sont les formations les plus utilisées au niveau de la région Pays de la Loire depuis la création de mon compte formation. Alors, je ne sais pas si tu as noté des questions, Nicolas, sur cette partie-là. Elle est peut-être elle est importante de vous montrer en quelque sorte quelle est l'ampleur de l'utilisation du système, mais je crois que le plus intéressant, c'est peut-être de passer aux dotations et aux abondements. Sur cette diapositive, vous avez simplement la référence à l'article du code qui prévoit la possibilité pour les financeurs de la formation professionnelle de faire ce qu'on appelle des abondements sur les comptes personnels des titulaires. Et comme on va le voir sur les diapositives qui suivent, vous voyez apparaître les différents financeurs qui sont rentrés dans le dispositif depuis la création de mon compte formation. Donc 21-25 novembre 2019, parcours direct, PAD, c'est le PAD, c'est le parcours d'achat direct, c'est mon compte formation. Dès le mois de juillet de l'année suivante, en 2020, un premier financeur est rentré dans le dispositif, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, depuis le 8 juillet 2020, abonde les comptes des titulaires. C'est ce qu'on appelle, vous le voyez un petit peu plus bas dans la diapositive, ce qu'on appelle des abondements sur instruction. C'est-à-dire qu'en fait, Pôle emploi instruit une demande d'abondement qui lui parvient de manière digitale d'un titulaire qui s'est logué sur son compte et qui est demandeur d'emploi et à qui on demande un reste à charge, et ce reste à charge, ce titulaire demande à Pôle emploi de le prendre en charge. Voilà. Ça date du 8 juillet 2020. Au 3 septembre 2020, ce sont les entreprises qui sont rentrées dans le dispositif dans un processus de dotation. Donc là, il faut bien faire la différence entre dotation et abondement. Dotation, comme vous le voyez apparaître en bas de cette diapositive, une dotation, c'est la possibilité pour une entreprise ou bientôt ou plus tard pour d'autres financeurs, mais là en l'occurrence pour les entreprises aujourd'hui, de pouvoir compléter les droits dont dispose un titulaire sans forcément qu'il y ait un lien avec un projet de formation. Une entreprise peut très bien décider de verser, comme elle le ferait pour une prime, par exemple, en euros, elle peut très bien décider de verser des euros sur le CPF de leurs collaborateurs. C'est un choix, et c'est ouvert, c'est un choix qui est ouvert. Alors que l'abondement est différent, l'abondement est un dispositif qui est obligatoirement relié à un dossier de formation. C'est-à-dire que le titulaire
qui reçoit un abondement, s'il ne fait pas sa formation, il perd le bénéfice de l'abondement. Alors qu'un titulaire qui recevrait une dotation, soit dans la perspective d'une formation visée par l'entreprise dans laquelle il travaille, s'il ne fait pas cette formation, la dotation reste inscrite sur son compte. C'est ce qu'on appelle un droit pérenne. Alors, on y reviendra peut-être, il y aura peut-être des questions sur ce sujet-là. Et puis, à la fin de l'année dernière, on a mis en place ce qu'on a appelé des abondements automatisés. Donc, la possibilité pour un financeur de définir un certain nombre de critères, des critères d'âge, des critères d'actifs, des critères de formation, qui permettent en quelque sorte de modéliser, de mettre en équation le processus d'abondement que le financeur souhaite mettre en place, ce qui lui évite le processus d'instruction qui a été mis en place avec Pôle emploi. Pôle emploi instruit, les autres financeurs de la formation professionnelle automatisent le processus. Vous voyez, instruire, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton, je simplifie, abondement automatisé, il y a un petit robot qui détecte que le titulaire qui s'inscrit sur le compte correspond aux critères qui ont été définis par le financeur et automatiquement, il reçoit son abondement. Donc voilà, cette diapositive est importante parce qu'elle permet de synthétiser en quelque sorte les cas de figure qui peuvent se présenter. Alors Philippe, on a une petite question sur les dotations et en particulier sur le fait de savoir si elles sont plafonnées. Non. En fait, une entreprise peut verser le montant de dotation qu'elle souhaite. Elle peut doubler, tripler, quadrupler. On n'a pas vu ça encore. Mais il n'y a pas de limite à la dotation. Ok, merci. Écoute, je passe à la diapo suivante s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ok. Alors ensuite vont s'enchaîner un certain nombre de diapositives qui vous montrent, là je suis focalisé sur les salariés, donc sur les employeurs, puisque c'est bien l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc en fait, on va les enchaîner un petit peu rapidement, si tu le veux bien, Nicolas. Là, vous avez la présentation de ce qu'on appelle un portail dans mon compte formation. En fait, l'outil, l'application, puisque mon compte formation, c'est un outil digital, pour pouvoir accéder à l'outil digital, il y a un certain nombre de portails qui existent. Il y a un portail pour les organismes de formation. Il y a un portail pour les titulaires, pour ceux qui détiennent un CPF, moi et puis chacun d'entre nous, quelque part. Et puis, il y a un portail pour les employeurs et les financeurs. C'est sur ce portail que vont s'effectuer les manœuvres qui permettent notamment à une entreprise de doter les comptes des titulaires. Et là, vous avez les liens et puis les éléments d'information qui sont relatifs à ce portail, qui est ouvert depuis le mois de juillet de l'année dernière. Là, vous avez une diapositive qui vous explique qu'on ne laisse pas les financeurs seuls pour accéder à ce portail. Il est assez intuitif, là encore, enfin on considère qu'il est assez facile d'accès, mais malgré tout, il y a une assistance, il y a une ligne téléphonique dédiée, il y a des formulaires de contact, il y a une foire aux questions. La foire aux questions est plutôt complète. On a eu beaucoup de questions déjà par les entreprises notamment ou par des financeurs sur la plateforme que j'évoquais juste avant, qu'on appelle vulgairement PIEF, et puisque c'est la plateforme qui est dédiée aux employeurs et aux financeurs. Donc comme on a eu beaucoup de questions, on a fait une foire aux questions qui permet d'éviter des appels téléphoniques ou des choses comme ça. Si vous souhaitez y aller, je trouve, là vous avez quand même beaucoup d'informations sur le portail et sur la foire aux questions. Vous avez énormément de choses qui sont à votre disposition pour bien comprendre l'outil PIEF. Et là, je vais enchaîner quelques diapositives pour vous montrer. Vous voyez, sur cette diapositive, vous avez la façon dont on présente la possibilité pour un financeur de pouvoir doter les comptes. Donc, vous avez en quelque sorte sur cette diapositive tout le dispositif qui permet à la fois d'attribuer, de suivre et de piloter les dotations qui ont été versées par un employeur. Donc, c'est très, comment dire, par ce système de verbes assez explicite, c'est très facile en fait d'utilisation l'outil.
Il y a peu d'employeurs d'ailleurs qui se perdent sur un dispositif comme celui-là. Donc, vous voyez, c'est assez facile. La prise en main est vraiment facile. Là, vous avez des connexions. Alors, c'est avec le système de Net Entreprise. C'est pas France Connect, c'est Net Entreprise qui permet à une entreprise de s'identifier. Puis ensuite, sur les diapositives suivantes, vous avez là, on va y revenir, les différents cas de dotation qui peuvent se présenter. Vous voyez, en bas à gauche, vous voyez un cas numéro 1, les dotations, alors c'est un peu petit, je ne dis pas très bien, je crois que c'est les dotations volontaires qui apparaissent, mais il y en a d'autres, il y a des droits supplémentaires, des dotations on les reverra dans la diapositive suivante. Là, vous avez tous les cas de figure de dotation qui existent et qui permet à une entreprise, de manière digitale, de manière totalement dématérialisée, de pouvoir doter les comptes de ses salariés. Et à la diapositive suivante. Et alors, juste, on va peut-être y revenir. Je vois des questions qui commencent à arriver. D'accord. Je peux juste peut-être terminer sur la diapositive d'après, si ça ne te dérange pas, Nicolas, parce qu'elle complète bien celle-ci. Donc là, vous avez les différents cas de dotation qui existent. En haut, dotation volontaire, dotation supplémentaire. Dotations volontaires sont liées, alors, quelquefois liées à un projet de formation, on y reviendra, pas toujours. Ça permet, ce qu'on appelle dotation volontaire, c'est vraiment une entreprise qui souhaite volontairement, sans qu'il y ait une contrainte liée éventuellement à un accord collectif ou à une convention, un contrat un accord de performance collective qui induit des licenciements ou les droits correctifs. C'est volontairement que l'entreprise décide de doter les comptes des titulaires de son entreprise. Voilà. Ça peut être lié à un projet de formation aussi. On y reviendra si vous le souhaitez. Et puis, vous avez les autres cas qui apparaissent en bas. Ce sont plutôt ce qu'on appelle dans notre jargon des dotations sanctions. Les dotations sanctions sont liées soit à l'absence d'entretien professionnel, soit à des processus de licenciement qui induisent le versement, de par la loi, d'une dotation. Là, il n'y a pas le choix. L'entreprise est sanctionnée de quelque chose qu'elle a fait ou pas fait. Et le montant est relativement élevé, comme vous le voyez, c'est à chaque fois 3 000 €. Donc voilà les différents cas qui peuvent se présenter, les droits supplémentaires étant liés à un accord collectif. Il y avait des questions, je crois, Nicolas, je t'ai coupé la parole, pardon. Non, mais pas de souci. Et puis, c'était important, effectivement, comme tu le disais, de pouvoir aller au bout de ce que tu étais en train de dire. Donc, Philippe, il y a Corinne qui demande si un titulaire peut demander une dotation de son employeur sur la plateforme. Donc, j'imagine via la plateforme, en fait. Est-ce que c'est Alors, non, le titulaire, il va voir son employeur pour demander une dotation. Là, il le fait, j'allais dire, en face à face. Il le fait en réel. Le titulaire ne passe pas par la plateforme pour demander une dotation. Il va voir son employeur. Alors, ce qu'on a mis en place dans le dispositif qui a été imaginé, c'est que qu'est-ce qu'il va faire un titulaire? Il va aller sur le site, puis il va voir une formation qui l'intéresse. Puis il va voir qu'elle coûte peut-être un petit peu cher. Si elle coûte un petit peu cher, il a des droits qui vont lui permettre l'alimentation de son compte, qui vont lui permettre de financer une partie, peut-être, de cette formation. Imaginons qu'il ait 2 000 € de droits et qu'il y a une formation qui l'intéresse à 4 000 €, il lui manque quand même 2 000 €. Dans ce cas-là, il a deux solutions. Soit il paye avec sa carte bleue la différence, 2 000 €, c'est de l'argent. Donc peut-être que s'agissant d'une formation de nature professionnelle, il peut se dire, tiens, mon employeur, il peut peut-être m'aider. Et dans ce cas-là, ce qu'on ouvre comme possibilité au titulaire, c'est d'imprimer un fichier PDF de la formation qui l'intéresse. Et puis, il va voir son employeur, il va voir son patron, et il négocie avec lui la possibilité pour celui-ci de lui verser tout ou partie de la différence. L'employeur, alors évidemment, après, c'est une négociation, on est d'accord. Mais si l'employeur l'accepte, dans ce cas-là, l'employeur, c'est lui qui va se loguer sur le site PIEF que j'évoquais tout à l'heure, la plateforme dédiée aux employeurs et aux financeurs, et muni du numéro de sécurité sociale de son salarié, il va verser
sur le CPF de son salarié les 2 000 € ou peut-être les 1 500 € s'il veut quand même que son salarié paye une petite partie de la formation, le complément en fait qu'il propose à son salarié. Voilà comment ça se passe concrètement. Ok, merci Philippe. Alors une autre question également qui vise les entreprises et alors finalement ont-elles un avantage à donner une dotation, demande Émilie. Bah, la dotation, c'est souvent intéressant quand vous avez, comme je viens de l'expliquer, un salarié qui détecte une formation qui l'intéresse et cette formation ayant un intérêt à la fois pour lui et pour l'entreprise, parce que pour l'entreprise, ça peut être intéressant que quelqu'un monte en compétence sur différents sujets. Donc, je pense que oui, l'entreprise. D'ailleurs, il y en a pas mal d'entreprises qui font des dotations. Ce qui gêne souvent les entreprises, il faut bien le reconnaître, c'est le caractère pérenne de la dotation. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple, le salarié vient voir son employeur, il lui manque 2 000 € sur son compte, sur son CPF, l'employeur lui verse les 2 000 € par dotation sur son CPF, le titulaire, il fait ce qu'il veut de cet argent. Il peut très bien dire, moi je vais m'en servir pour autre chose, finalement. Pas pour la formation pour laquelle je suis allé voir mon employeur, mais une autre. Ça gêne le chef d'entreprise parce qu'il ne maîtrise pas le dispositif dans sa globalité. Il est obligé de faire confiance. Alors, dans certains cas de figure, ça pose aucune difficulté, puis quelquefois, dans d'autres, ça peut en poser. Hein. Donc, c'est peut-être ça, quelquefois, qui coince. C'est en tout cas ce que nous disent les entreprises. Ok. Autre question, tu parlais de la plateforme PIEF tout à l'heure. Une question de Julie, les EF n'ont pas accès à la plateforme PIEF. Non. Non, okay. les organismes de formation, c'est bien ça la question, hein, c'est les OF. Hein. Les organismes de formation accèdent à une autre plateforme qui s'appelle EDOF, qui est un espace dédié aux organismes de formation. C'est sur cette plateforme que les organismes de formation déposent leur offre de formation. Très bien. Bah, écoute, merci pour ces réponses. Pour l'instant, pas d'autres questions. N'hésitez pas, bien entendu. Vous voyez la zone de conversation. Et puis, donc, on peut peut-être reprendre les prochaines diapos de ta présentation, Philippe. Je suis à peu près à l'heure, Nicolas, ça va? Oui, écoute, on est dans 3-4 minutes encore, à peu près. Allez. Hein, allez. Donc là, je vais passer vite parce que c'est exactement le dispositif que je voulais présenter, la dotation en lien avec un dossier. Hein, un salarié qui identifie une formation, il y a un reste à charge, l'employeur dote le compte et le salarié fournit les attestations d'entrée et de sortie de formation à son employeur. Donc ça, c'est le classique des classiques. Hein, voilà. Okay. Bon, maintenant, sur quoi on travaille dans le futur? Enfin, pour le futur, c'est-à-dire pour demain, puis pour après-demain. Alors d'abord sur des dispositifs de remboursement sur accord collectif. Alors là, c'est un dispositif qui est prévu par la loi, hein, clairement. D'ailleurs, vous le voyez apparaître les textes hein, qui sont sur cette diapositive. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre d'accords collectifs, dans le cadre desquels l'employeur s'engage à financer un certain nombre de formations qui sont référencées. Le principe est que il y a un lien direct entre l'entreprise et l'organisme de formation. C'est-à-dire que l'entreprise va solliciter un organisme de formation pour pouvoir organiser, et puis ensuite l'entreprise financera les formations qui sont prévues dans le cadre de cet accord collectif. Donc finalement, le point de départ, c'est une relation en dehors de la plateforme Mon compte formation entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de formation. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de ces accords collectifs, l'entreprise paye la totalité de la formation à l'organisme de formation. Et comme les titulaires ont des CPF et mais qu'on n'est pas passé par la plateforme, l'entreprise va demander à la Caisse des dépôts de lui rembourser le montant des droits CPF que détiennent les salariés dans la limite, bien sûr, de leurs droits inscrits, hein, après avoir payé l'organisme de formation en totalité. Donc ça, c'est un dispositif qu'on va mettre en place dans les mois qui viennent et qui, je pense,
va à la fois très largement rassurer les entreprises, mais qui vont permettre en quelque sorte de développer là aussi l'utilisation du CPF. Alors là, je vous ai mis le cadre général. L'employeur va transmettre l'accord collectif à la Caisse des dépôts. Avant chaque session, il va réaliser un certain nombre d'opérations qui seront transmises à la Caisse des dépôts. Ensuite, après paiement de l'EF, il demande le remboursement et la Caisse des dépôts fait un certain nombre de contrôles, obtient des justificatifs et décrémente. Décrémenter, ça veut dire diminuer les droits des salariés sur leur CPF. Voilà. Donc c'est un processus un peu original qui permet en fait à des entreprises de travailler en bilatéral avec des OF sans passer par le site et en se faisant rembourser à la fin par la Caisse des dépôts le montant des droits que les titulaires ont sur leur CPF. C'est une relation, vous voyez, au lieu que ça soit en direct sur le site, c'est légèrement en indirect, en quelque sorte. Enfin, ce qu'on est en train de mettre en place avec les OPCO, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec les régions, dont la région Pays de la Loire. C'est un dispositif d'abondement automatisé qui permet à un OPCO d'abonder comme elle le souhaite, sur critères, un certain nombre de formations à la hauteur qu'elle souhaite, et puis de conventionner avec ces OPCO de telle sorte à ce que, comme on le fait avec la région Pays de la Loire, il puisse y avoir un système d'abondement automatisé qui soit mis en place avec ces opérateurs. Voilà. Okay. Je vois une question qui arrive là à l'instant de Christina. Sur EDOF, peut-on savoir si le titulaire a bénéficié d'un abondement non automatisé autre que Pôle emploi? Alors, quid? Non automatisé, ça voudrait dire sur instruction. Sur instruction, le seul financeur aujourd'hui qui fonctionne comme ça, c'est Pôle emploi. Il n'y en a pas d'autre. Ouais, c'est ce qui m'avait bien semblé. OK. Ben écoute, merci Philippe. Là, on est pile poil dans notre timing d'intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose de poursuivre. Pour le coup, en allant justement voir un nouvel abondement automatisé de la région Pays de la Loire. Alors je dis un nouvel abondement automatisé, je fais référence à un point que je n'ai pas cité en début de webinaire, c'est que nous avons déjà eu un webinaire d'actualité du CPF où on s'est davantage intéressé aux abondements automatisés de la région et plus à destination des demandeurs d'emploi. Là, aujourd'hui, il s'agit plus d'un abondement pour les salariés, donc formés plutôt que licenciés. Je vois qu'Emmanuel Zarka a activé sa vidéo. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci au Carrefour d'avoir organisé ce webinaire. Donc, je suis Emmanuel Zarka, directeur adjoint de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à la région Pays de la Loire. Et donc, l'idée, c'est que je vous présente, comme le disait Nicolas, nos abondements de compte personnel de formation au profit des salariés. Alors, je n'ai pas à l'écran la slide de présentation, Nicolas. Oui, ce que je propose, Emmanuel, c'est on avait convenu de peut-être partager la vidéo dans un premier temps. Très bien. D'interview d'André Martin. Eh bien, c'est parti. OK. Alors. Voilà. André Martin, bonjour. Bonjour. Dans un contexte de crise marqué par les grandes difficultés économiques, la région entend se mobiliser sur un dispositif formé plutôt que licencié. Pouvez-vous nous expliquer les contours de ce dispositif ? Ce dispositif, il est très simple. Il part d'une idée, celle qu'on pourrait éviter un licenciement en misant plutôt sur les compétences des collaborateurs, en misant sur l'évolution de ces compétences, voire sur la transformation de ces compétences, de telle sorte à pouvoir les préserver dans l'entreprise, les préserver pour se préparer à un rebond attendu évidemment, donc des compétences nouvelles peut-être qui vont pouvoir émerger, ou des compétences actuelles mais qu'on va renforcer pour mieux rebondir. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées par ce dispositif ou y a-t-il une typologie d'entreprises qui sont principalement ciblées par la région ? On peut évidemment s'adresser à toutes les entreprises, mais quand on pense à ce dispositif formé plutôt que licencié, on pense essentiellement à la TPE, PME.
On a des entreprises de taille importante qui vont avoir une organisation, un dialogue social qui vont permettre l'émergence de cette solution. Par contre, dans une TPE-PME, quand on a 2, 3 ou 4 salariés, quand on est traiteur, par exemple, et qu'on souffre de ce confinement, on peut saisir ce dispositif pour renforcer les compétences en pâtisserie, les compétences en boucherie de l'un des membres de l'équipe, de telle sorte à sortir de cette crise sanitaire avec des compétences nouvelles et une offre nouvelle pour la clientèle. Face à la crise, donc la réponse régionale, c'est de miser sur la formation. Et en 2021, il y a une offre très importante qui a été augmentée. Oui, c'était un objectif que Christelle Morancet nous avait fixé, augmenter l'offre et le nombre de parcours de formation possibles. Donc l'augmentation est pour 2021 de 30%. Ce sont plus de 42 000 parcours de formation que la région va pouvoir financer dans des secteurs en tension, c'est notre priorité bien évidemment, des secteurs en tension comme le numérique, comme le transport, la logistique, mais aussi des secteurs qui nous tiennent à cœur, qui tiennent à cœur à Christelle Morancet. Je pense au secteur du sanitaire avec 420 places de formation d'infirmières, d'aides-soignants, d'accompagnants éducatifs et sociaux qui vont pouvoir être financés grâce à l'effort régional en 2021. Alors, voilà, de retour. Donc, la diapositive, voilà. Très bien, merci Nicolas. Je vais juste prolonger les propos de notre vice-président. Voilà, sur la fin de cette interview, André Martin évoquait l'augmentation des places de formation très importante, très conséquente, avec la mobilisation des fonds du plan d'investissement dans les compétences et du pacte régional d'investissement dans les compétences. Les 42 000 places, elles concernent des demandeurs d'emploi, puisque là, on est sur la compétence première de la région, qui est la formation des demandeurs d'emploi. Donc là, aujourd'hui, on parle du CPF pour les salariés. La région Pays de la Loire, historiquement, et ce depuis 2008, a fait le choix, même si ce n'est pas sa compétence première, mais on va dire dans le cadre de sa compétence, on pense notamment au niveau du développement économique, et au regard de ce qu'indiquait André Martin sur l'enjeu de la sécurisation des parcours et du formé plutôt que licencié. Historiquement, la région a fait le choix d'intervenir sur la formation des salariés. Pour la soutenir, et traditionnellement, et elle continue à le faire, elle le fait dans le cadre de conventionnement avec les OPCO, mais là, c'est pour financer dans ce cadre-là des plans de formation qui sont devenus le plan de développement des compétences, donc des formations à l'initiative de l'entreprise qui sont achetées par l'entreprise au profit des salariés. Et puis la loi de 2018 est intervenue sur la réforme de la formation, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Là est introduit le compte personnel de formation et Philippe nous a détaillé les modalités de fonctionnement de ce compte personnel de formation. Et donc, aux côtés de conventions avec les OPCO pour soutenir du plan de développement des compétences, il y a un choix qui a été fait très fort à l'occasion de la crise sanitaire et économique, comme le disait André Martin, d'intervenir via le compte personnel de formation pour soutenir les projets de formation de salariés. Et donc, on voit bien qu'il peut y avoir deux modalités qui font écho à ce que indiquait Philippe tout à l'heure. C'est on peut avoir un salarié qui fait un choix de formation en autonomie, en pleine autonomie, j'entends par là, qu'il va faire la formation en dehors de son temps de travail. Il va acheter sa formation et la réaliser en dehors du temps de travail. Là, la région, pour certains d'entre eux, va pouvoir intervenir. Je dis pour certains d'entre eux parce qu'il y a une logique de ciblage pour certains salariés relevant de certains secteurs et branches. Et puis, il y a aussi, et c'est ça qui nous semble très important, la possibilité d'avoir un projet en co-investissement, c'est-à-dire l'entreprise qui va accompagner le projet de son salarié en dotant son compte personnel de formation pour pouvoir faire sa formation et le cas échéant l'autoriser à la réaliser sur son temps de travail et donc d'être rémunéré pendant ce temps de formation. Et c'est un point très important. Donc la logique de dispositif formé plutôt que licencié, c'est une enveloppe de 9 millions d'euros que la région a confiée à la Caisse des dépôts et consignations pour abonder le compte personnel de formation de certains salariés nigériens. Nicolas, je suis désolé, j'ai un petit écho là, j'espère que ce n'est pas le cas pour ceux qui nous écoutent ce matin. 9 millions d'euros, globalement, c'est une partie des 34,4 millions d'euros
que la région a confié à la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'en gros, on a 25 millions d'euros. Là, c'est pour des abondements de compte personnel de formation avec un webinaire qui avait été, de demandeurs d'emploi, pardon, pour un webinaire qui s'est tenu. Là, on est sur donc 9 millions d'euros pour les salariés. Donc, l'idée, c'est d'abonder des comptes personnels de formation de salariés nigériens, comme je le disais, donc qui sont résidents des Pays de la Loire. L'idée, c'est à minima, on vise 6 000 salariés avec cette enveloppe, qui sont donc ces salariés qui relèvent d'une entreprise de 88 branches, je parle bien de branches, donc qui correspondent à un indice de convention collective de 10 secteurs parmi les 11 secteurs qui correspondent au périmètre des OPCO. Je n'ai plus la slide sous les yeux, je veux bien pouvoir la merci Nicolas. Est-ce que c'est mieux au niveau du son pour ce qui te gênait, Emmanuel? Oui, c'est mieux, j'ai plus d'écho, je te remercie. Okay. Donc l'idée, c'est qu'on s'adresse donc à ces salariés qui relèvent ces 88 branches. Alors, quelles sont ces 88 branches? Comment nous les avons identifiées? Nous conduisons notre travail en Pays de la Loire d'élaboration de contrats d'objectifs sectoriels, régionaux, emploi, formation, orientation professionnelle, que nous conduisons avec l'État, avec le préfet, avec le recteur et les autorités académiques. Et surtout, nous travaillons avec les fédérations professionnelles de branches, ainsi que les OPCO dans le cadre de ces contrats. Et donc, nous échangeons, nous avons un dialogue avec ces différents secteurs et les branches qui les composent et qui sont représentées en région, ce qui nous a permis, dans le cadre de ce dialogue, d'identifier les branches qui étaient les plus opportunes pour cibler ces interventions au profit de ces salariés. Alors, lesquelles sont-elles? On les connaît, c'est celles qui ont été le plus frappées par la crise. On pense à l'hôtellerie-restauration, on pense au transport aérien, on pense à tout ce qui est le champ de l'événementiel, la culture, voilà, pour illustrer certaines d'entre elles. Et comme le disait André Martin, on sait que souvent ce sont dans ces activités de service qu'on va retrouver beaucoup de TPE, au sein desquels un travail sur le plan de formation, le plan de développement des compétences est moins, on va dire, investi dans une logique long terme et pour lequel, voilà, une logique plus individuelle et d'accompagnement de projets de formation peut être pertinente. L'État a mis des moyens massifs et continue à le faire dans le cadre du FNE sur la formation des salariés, mais ça emporte que l'entreprise investisse et se mobilise dans le cadre d'un plan de développement des compétences. Là, on a une solution parallèle qui peut permettre de soutenir, voilà, la formation dans le cadre pour des salariés relevant d'entreprises, voilà, qui rencontrent des difficultés économiques. Et comme le disait André Martin, l'objectif, c'est de sécuriser leur emploi ou, le cas échéant, de les accompagner dans un projet de reconversion s'il était amené à vouloir changer de métier. Donc, quel type de formations sont accompagnées? Ce sont des formations certifiantes qui relèvent du répertoire national de la certification professionnelle ou du répertoire spécifique. Et le principe d'abondement que nous avons, c'est de doubler, dans la limite d'un plafond d'abondement de 1 500 €, les droits inscrits sur le compte du salarié. Donc, on s'adresse à des salariés qui ont déjà travaillé un certain nombre d'années, puisque vous le savez, hein, les droits sont acquis à hauteur de 500 € par an travaillé à partir du moment où on a travaillé plus d'un mi-temps, voire de 800 lorsqu'on a un niveau infra-bac. Donc, il s'agit de s'adresser donc à des salariés qui ont des droits qui sont inscrits en euros sur leur CPF et de le doubler. Donc, s'ils ont 1 500, en gros, la région peut mettre jusqu'à 1 500 pour acheter une formation si cette formation valait 3 000 € ou plus. Après, c'est les mécanismes de dotation par l'entreprise qui peuvent se mettre, voire d'abondement par l'OPCO avec mobilisation de fonds conventionnels et bien sûr ceux de la région dans le cadre du projet. Donc, voilà en gros voilà le dispositif. J'ai vu qu'il y avait la question où est-ce qu'on peut trouver la liste des 88 branches. Eh bien, on le trouve sur Choisir mon métier pro, puisque le Cariforef met en ligne cette information. Donc, ça, c'est comment savoir quelle est la liste. Mais sinon, comment savoir tout simplement? Eh bien, le salarié se connecte sur mon compte formation, comme l'a montré Philippe, déroule on
on va dire, son produit de formation, et ça apparaîtra s'il y a la possibilité de mobiliser un abondement dans les conditions que je viens de vous détailler de la région. Ce sont les deux voies pour savoir si le salarié est éligible. Ça marche comment? C'est que la Caisse des dépôts, en fait, importe les déclarations sociales nominatives et les situations des salariés, donc peut identifier que le salarié, il habite bien au Pays de la Loire, qu'il travaille bien dans une entreprise qui relève des branches identifiées. Et je précise qu'il faut résider en Pays de la Loire, mais en revanche, on peut travailler dans une entreprise qui a son SIRET, qui a son établissement en dehors de la région Pays de la Loire. Ce qui prime, c'est bien de résider en Pays de la Loire et d'être salarié d'une entreprise qui relève des branches, qu'elles soient en Pays de la Loire ou en dehors. Voilà, je crois, par rapport à ce que je pouvais vous dire sur ce dispositif formé plutôt que licencié, les principaux comptoirs. Maintenant, je suis prêt à répondre aux questions complémentaires qui ont pu être posées au cours de cette intervention. Tu en as une autre, Emmanuel, peut-être avant d'y revenir, oui, par rapport au point que tu as évoqué, 2 voies d'accès pour les 88 branches, et on va revenir juste après ton intervention, justement sur la présentation d'un pas à pas détaillé qui montrera effectivement comment le titulaire peut voir si, oui ou non, il relève finalement de ce dispositif. Une deuxième question qui s'est posée concerne les formations. Est-ce qu'il s'agit bien de formations hors temps de travail, demande Maude? Alors, sur temps de travail, ça emporte que l'employeur donne son accord pour que la formation qui aura été achetée via mon compte formation puisse se réaliser sur temps de travail, ou ça peut se réaliser hors temps de travail. Donc, il y a les deux possibilités, mais bien sûr, il faut l'accord de l'employeur si ça se réalise sur temps de travail. Voilà, très bien. Merci, Emmanuel. Avez-vous d'autres questions? Le bilan de compétences fait partie des formations. Quelle formation éligible? Le bilan de compétences est bien inscrit au répertoire spécifique de mémoire par rapport au RNCP. Donc oui, le bilan de compétences est bien éligible à ce dispositif formé plutôt que licencié. Il n'y a que une formation qui n'est pas éligible, c'est ce qui est le permis de conduire. Mais en revanche, des permis de conduire professionnels, par exemple un permis de transport routier, est éligible au dispositif. Quand je dis les permis de conduire, c'est le permis voiture et le permis moto qui en sont exclus. Mais sinon, toutes les autres certifications qui relèvent du RNCP ou du répertoire spécifique ou les formations à la création d'entreprise sont bien éligibles à ce dispositif. Très bien, merci. Et une autre question de Bertrand qui vient d'arriver, alors qui évoque le dispositif transition collective. Je fais une parenthèse pour informer ceux qui n'auraient pas eu accès à cet élément d'information, justement que nous avons un webinaire qui a traité de la question en février, donc disponible dans la zone replay de notre site. Et donc, quel lien du dispositif, entre le dispositif formé plutôt que licencié avec le dispositif transition collective? Alors, il y a transition collective relève du dispositif CPF de transition, en gros qui a pris le relais du congé individuel de formation. Ce dispositif n'est pas mis en œuvre via mon compte formation et via la plateforme Mon compte formation, mais est administré, c'est-à-dire le financement de la formation se fait via Transition Pro. Et donc, on va dire comptablement, au niveau des flux financiers, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Donc, on n'est pas via, c'est indépendant, on va dire, dans la gestion du dispositif formé plutôt que licencié. Et puis, ce dispositif, il s'inscrit dans un processus très particulier qui emporte préalablement qu'il y ait un accord de gestion prévisionnelle des emplois qui soit passé au sein de l'entreprise, et que les salariés qui relèvent de ces entreprises qui ont passé cet accord puissent ensuite solliciter le financement de leur formation, et ces formations doivent s'inscrire dans un périmètre de certification, en tout cas de métiers qui sont identifiés comme en tension, pour pouvoir s'y préparer et dans la perspective d'effectuer une mobilité professionnelle en dehors de l'entreprise. Donc, je dirais que c'est un dispositif qui est à part et qui, en gros, vise des certifications longues avec en plus prise en charge de rémunération et suspension du contrat de travail pendant la période de mise en œuvre du dispositif transition collective.
Là, on n'est pas dans une logique de suspension du contrat de travail, on est sur une formation qui peut se faire, comme je disais, dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire s'inscrire dans un plan de développement des compétences de l'entreprise, avec des dotations, comme l'a montré Philippe tout à l'heure, qui peuvent être valorisées au titre du plan de développement des compétences et être faites sur temps de travail, ou alors être faites complètement indépendamment de l'entreprise, mais là, ça sera hors temps de travail, mais voilà, comme ça peut tout à fait se faire, des formations qui peuvent se réaliser en cours du soir ou en ligne, en dehors du temps de travail. Merci pour ces précisions, cet éclairage, Emmanuel, sur cette question effectivement qui relevait aussi des liens avec un autre dispositif, dans un autre environnement. Une autre question de Mariam qui, alors, je ne suis pas sûr de forcément bien comprendre, Mariam, la question, mais comment les formations sont-elles référencées sur le site Mon compte formation suite aux critères saisis par le salarié? Celle qui figure en haut de liste. Voilà la question. Est-ce que... Je vais peut-être laisser Philippe répondre là-dessus. Oui, tout à fait. En fait, je crois qu'on va le voir un petit peu dans le pas à pas qu'on va évoquer juste après. Alors, je ne sais pas si c'est juste après, j'ai plus en tête mais si c'est juste après, vous allez le voir. En fait, dès qu'une formation qui a été définie par la région Pays de la Loire comme relevant de l'abondement automatisé, dès qu'elle est détectée par un titulaire qui est intéressé par cette formation, automatiquement, la possibilité d'obtenir cet abondement est proposée. Hein, il y a un lien direct, en fait, entre le choix de la formation et l'apparition de la possibilité de l'abondement. Par contre, ce qui n'existe pas encore, alors c'est une espèce de boîte dans laquelle il y aurait toutes les formations abondées, toutes celles qui ne le sont pas. Parce qu'en fait, on considère aujourd'hui, alors à tort ou à raison, c'est peut-être des choses qui évolueront, mais on considère aujourd'hui que un titulaire, ce qu'il cherche, et ce qu'il a besoin, c'est une formation. Pas une formation abondée, une formation. Je veux dire, il fait pas les soldes, c'est pas une promo. Je veux dire, oui, certes, c'est sympa d'être abondé par un financeur pour pouvoir suivre une formation. Oui, j'en suis conscient. Mais un tiers, il a d'abord besoin d'une formation, d'avoir besoin d'un abondement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les abondements n'apparaissent qu'une fois que le titulaire appelle ou cherche à s'inscrire sur une formation. J'espère que ça correspond à la question posée. Hein. Je crois comprendre dans la question deux choses, Philippe. C'est comment sur la plateforme les formations apparaissent et par rapport à une même certification donnée, pourquoi tel OF ou tel autre OF est présenté en premier. Je vois quelque chose de cet ordre-là. Et puis préciser pour compléter ton propos, c'est que la logique que nous avons dans le cadre de ce dispositif, et c'est la logique que nous avons par rapport à nos abondements au global, que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou les salariés, nous ne ciblons pas en aucun cas un organisme de formation plutôt qu'un autre lorsque nous faisons des abondements de compte personnel de formation. Soit dans le cadre des salariés là, le dispositif destiné aux salariés, ce qu'on abonde, c'est les droits du titulaire, et à partir du moment où il souhaite acheter une formation qui est inscrite au RNCP, qui prépare à une certification qui est inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique, soit ce que nous ciblons, parce que nous avons dans le cadre d'autres dispositifs pour les demandeurs d'emploi, où là on va cibler plus particulièrement des certifications qui préparent à des métiers où on sait qu'il y a de l'emploi. Là, nous listons des certifications, mais plusieurs organismes de formation peuvent préparer à la certification en question. Et donc, ensuite, le titulaire de compte fait le choix de faire appel à l'un ou l'autre, et nous n'intervenons en aucun cas dans ce choix. Je dis ça parce que c'est très important. Vous savez que la région, par ailleurs, dans le cadre de sa compétence principale, elle a des marchés publics et elle met en concurrence des organismes, mais dans le cadre d'un processus de marché public, avec commission d'appel d'offres, etc. Donc, je dirais par modestie, lorsque nous sommes dans cette logique d'abondement, nous ne sommes pas dans une logique de privilégier tel ou tel organisme de formation au travers de la solvabilisation de l'individu qui va acheter individuellement sa formation. C'est un point très important, mais il me semblait très important de le rappeler.
Ok, merci. Alors, je crois qu'il y a une précision par rapport à la question qui a été apportée. J'ai l'impression du coup que la question elle est plus liée à ce qu'on appelle chez nous le moteur de recherche. Sur l'application, effectivement, quand un titulaire cherche une formation, il cherche pas forcément il cherche pas forcément tel organisme, il cherche à savoir quelle est la formation quelque part la plus adaptée et la plus proche de chez lui. Et c'est l'objet du moteur de recherche. Et c'est grâce à ce moteur de recherche qui a été mis en place au moment de la construction de l'application que le système va appeler dans un ordre aléatoire les formations qui ont été, ou les organismes de formation qui existent et les formations qui sont présentes. Donc, je pense que c'est ça peut-être la question qui est posée. L'ordre est aléatoire, c'est-à-dire que le principe de notre moteur de recherche, c'est qu'il ne privilégie pas la taille d'un organisme, il privilégie la pertinence de la formation et la proximité de celle-ci par rapport à la géolocalisation du titulaire. Ok, merci pour cette précision, Philippe. Je vois l'heure qui avance. Peut-être qu'on peut justement maintenant donner à voir ce que tu évoquais, le pas à pas détaillé concernant la mobilisation d'une formation avec ce dispositif. Et puis ensuite, peut-être reprendre un petit peu de temps pour... Je vois que Mariam apparemment a reçu sa réponse. Hein. Et reprendre un petit temps pour des questions-réponses, messieurs, si vous êtes encore un peu disponibles, on risque de déborder un tout petit peu. Ça vous va? C'est parti. Parfait. Alors, pas à pas. Alors, sur le pas à pas, en fait, je suis parti de l'idée que ça y est, le titulaire, il avait déjà trouvé une formation, hein, comme on l'a vu dans la partie du diaporama que j'ai présenté tout à l'heure. Il est passé par France Connect, il a cherché une formation, il l'a trouvée. Bon. Et là, il est dans cette diapositive plutôt sur la gauche, hein, ça se lit plutôt de gauche vers la droite. Donc, il est sur la partie inscription. Et là, il voit apparaître, c'est petit, hein, je suis désolé, mais c'est pas... mais je sais que Nicolas va faire, il sait tout faire, Nicolas. Donc il va nous permettre de voir un petit peu mieux. Donc là, il voit apparaître, une fois qu'il a trouvé la formation qu'il a, il va voir apparaître le prix de cette formation, hein, qui comprend le passage de la certification, hein, ce qui est marqué ici, frais d'examen. Hein, c'est ça. C'est dans le CPF, on ne finance que des frais pédagogiques plus le passage de la certification. Donc là, dans l'exemple, ça coûte 4 000 €. Il a 1 250 € de droits. Il lui reste donc à payer 2 750 €. Il le voit apparaître tout de suite au moment de l'inscription, le titulaire. Et là, s'il peut bénéficier d'abondements, ils apparaissent juste en dessous. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. C'est ce que Emmanuel présentait quand il disait automatiquement l'abondement va apparaître. Oui, automatiquement. L'abondement va apparaître parce que les critères ont été définis par la région a conventionné avec la Caisse des dépôts et nous, on a paramétré le système de la sorte. Et là, vous voyez apparaître 2 abondements. Bon, c'est un exemple, hein, celui de France Relance, qui est l'abondement État, et l'abondement de la région. Mais vous voyez encore qu'il reste de l'argent à payer en bas. Vous voyez le petit. Tant que le chiffre en bas n'apparaît pas en vert, le financement n'est pas obtenu et il ne peut pas s'inscrire. Tant que le titulaire n'a pas tous les fonds, il ne peut pas s'inscrire. Ce qui fait que là, en fait, regardez bien, qu'est-ce qu'il va utiliser? Ça coûte 4 000, il va utiliser ses droits, ça passe en premier les droits. Hein. Si jamais l'entreprise dote, ça va s'ajouter à ses droits. On y reviendra. Et après, il va bénéficier de l'abondement, il peut bénéficier de l'abondement de France Relance et de l'abondement de Pays de la Loire. Mais il lui manque encore de l'argent. Et par voie de conséquence, la seule façon pour lui s'il n'y a pas d'autres financeurs qui se présentent et qui sont possibles, s'il est demandeur d'emploi, il peut demander à Pôle emploi. S'il est actif salarié, il est obligé de sortir sa carte bancaire pour financer la partie rouge en bas, hein, le reste à payer une fois que les abondements ont été choisis. Vous voyez, au moment de l'inscription, il voit tout en fait, le titulaire. Alors, sur le centre, cette diapositive, il peut évidemment... Philippe, excuse-moi, je vais juste me permettre, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion, par rapport à l'exemple qui est donné, au regard du dispositif que je vous ai présenté juste avant. Là, en l'espèce, l'abondement de la région, il sera de 1 250 € et non pas de 850.
Oui, pardon, enfin, excuse-moi. Voilà, mais c'est pour bien comprendre le mécanisme. Hein, on double les droits du titulaire avec un plafond de 1500. Donc là, en l'espèce, il aurait 1250, il aurait 400 € de plus d'amendement de la région. Bon, c'est un exemple, hein, mais je voulais quand même. Voilà, c'est un exemple, il faut le prendre comme tel, mais c'est juste pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais tu as raison, il faudrait l'adapter un peu à chaque cas de figure. Profitons peut-être juste aussi de cette interruption. Quelqu'un demandait juste France Relance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'État en fait, hein, c'est les dispositifs État qui ont été mis en place par le ministère, qui permet. Alors, c'est en l'occurrence là sur une formation Big Data, ça correspond puisque l'État a ouvert la possibilité de mettre en place des abondements au niveau national. Pour l'ensemble des titulaires, je crois que c'est à hauteur, alors de mémoire, parce que j'avoue que j'en suis pas occupé moi personnellement, je crois que c'est à hauteur de 1 000 €, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Hein. Mais en fait, les financeurs s'additionnent en fait. Hein. L'avantage d'un dispositif comme mon compte de formation, c'est qu'il permet quelque part de faire de l'ingénierie financière. Et si on poursuit la diapositive, regardez au centre, vous voyez apparaître la possibilité pour le titulaire de demander à son employeur de compléter le reste à charge. Vous voyez? Hein, il peut demander. Et en demandant, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il va, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas en contact avec son employeur. Mais il peut demander un financement complémentaire à son employeur. Et là, c'est la partie de droite de la diapositive. C'est-à-dire qu'il peut télécharger, vous voyez, un petit bouton de téléchargement qui lui permet de télécharger en format PDF son dossier de formation pour bien montrer à son employeur que voilà, il est intéressé par cette formation, que cette formation, il a 1250 € de droits. Les 1250 € de droits vont y passer. Il y a des financeurs qui viennent abonder, mais il lui reste à payer. Alors, je crois dans l'exemple que c'est 900 €, si je ne me trompe pas. Hein, c'est ça, 900 €. Et il lui reste ces 900 €. Question, est-ce que son employeur veut bien doter de manière complémentaire ces 900 €. Si le titulaire reçoit ces 900 € de dotation complémentaire, ils vont venir s'ajouter à ses droits socles, c'est-à-dire aux 1250 qu'il a en haut, et au total, l'abondement de la région, l'abondement de France Relance permettra de couvrir la totalité du dispositif. Et voilà. Tout comme il lui serait possible de payer le reste à charge. Exactement, comme il lui serait possible de ne pas demander à son employeur, ou si son employeur lui refuse, de payer directement son reste à charge. Et s'il ne dote pas et s'il ne paye pas, le dossier s'arrête. Parce que tant qu'on n'a pas l'argent, on ne peut pas s'inscrire. Voilà. J'avance un petit peu, Philippe, parce que vas-y, bien sûr. 11h30, donc après c'est un enchaînement d'écran que tu as posé. Oui, alors après vous avez sur cette diapositive smartphone de gauche, vous avez des informations pratiques sur l'organisme de formation. Smartphone du centre, vous avez l'évaluation de la formation qui ressort. Ça, c'est intéressant. Elle est en place depuis quelques semaines seulement, cette évaluation, mais elle permet à une personne qui veut s'inscrire à une formation de voir ce que ceux qui sont passés par cette formation en disent sur 5 critères, notés par des étoiles, de 1 à 5 étoiles. Voilà. Et puis page de droite, de poursuivre son inscription à cette formation. Diapositive suivante, vous voyez, c'est assez simple comme diapositive suivante, récapitulatif d'inscription, purement. Que fait par Emmanuel, évidemment, c'est pas les 850. Hein. Oui, pardon, désolé, c'est pas au canon de l'abondement signé par la région Pays de la Loire. Ça, c'est la simulation une fois qu'il poursuit son inscription. Et là, il va s'inscrire. C'est-à-dire qu'en fait, il doit donner quelques données personnelles, les compléter si elles ne sont pas présentes sur l'application. Quelquefois, il nous manque des informations sur le titulaire, sur son téléphone mobile, sur son mail, etc. Ça permet de compléter en quelque sorte le dispositif. Et comme vous le voyez apparaître sur l'enchaînement des trois des trois images de smartphone qui apparaissent là, tout en bas à droite, là, il s'inscrit. Vous voyez, il y a envoyer mon dossier d'inscription. Une fois qu'il a tout rempli. Puis une fois qu'il a tout rempli, vous avez un petit avion là qui dit voilà, votre dossier d'inscription a été transmis à l'organisme de formation. Là, il n'est toujours pas inscrit. Il faut qu'il attende que l'organisme de formation lui donne son accord pour l'inscription.
Alors, l'organisme de formation peut accepter ou refuser. Vous allez me dire pourquoi l'organisme de formation refuserait. Ben, simplement s'il n'a plus de place sur la session qui est proposée. Il peut refuser. Et dans ce cas-là, il faut qu'il s'inscrive à une autre session de formation. Dans ce cas-là, on repart. Il y a un phénomène itératif. On repart au début. Et puis, une fois que l'organisme de formation a accepté, il se retrouve avec une sélection, avec la sélection des abondements automatisés. Là, c'est la page, j'allais dire, de formalisation de l'abondement. Vous voyez apparaître en bas, c'est les petites fenêtres d'activation qui me paraissent intéressantes là en bas. Vous voyez sur la sur le smartphone de gauche, les abondements ne sont pas activés, ils sont en gris. Alors que sur la diapo de droite, le titulaire les a activés, c'est-à-dire qu'il a poussé les petits boutons vers la droite. Et les abondements apparaissent en vert. Est-ce qu'il est obligé de les activer? Non, bien sûr que non. Sauf que s'il ne les active pas, ça veut dire qu'il ne veut pas bénéficier de l'abondement ni de France Relance, ni de la région Pays de la Loire. Je ne vois pas pourquoi il le ferait, mais en tout cas, le dispositif prévoit cette possibilité. Une fois qu'il a activé, vous voyez que là, il reste quand même à payer. Je ne le vois pas bien, mais je crois que c'est toujours les 900 € qui apparaissent là. Il n'y a pas eu de dotation de l'organisme. Donc, ces 900 €, il doit les payer par carte bancaire. Et ça, c'est le dispositif qui apparaît sur la partie gauche de cette diapositive, avec une page de paiement qui apparaît au milieu. Puis, une fois qu'il a payé, avec sa carte bancaire, sur la droite, il voit apparaître le fait qu'il a été inscrit à cette formation avec les caractéristiques de la formation. Et puis enfin, je vais passer vite là-dessus, c'est juste pour que vous en soyez informés, vous les relirez, puis éventuellement, il y a 2 pages qui expliquent en fait quelles sont les conditions générales d'utilisation qui s'appliquent à ces formations. Alors en fait, ça se lit de la façon suivante. Sur la diapositive précédente, Nicolas, on a en haut en fait, ce qui pose problème souvent dans les formations, c'est des cas d'annulation. Il y a des cas d'annulation qui sont prévus et il y a différents cas de figure qui apparaissent. Alors, si le titulaire ne se présente pas à la formation et qu'il n'a pas expliqué pourquoi, l'organisme de formation va être payé à hauteur de 5%. Le titulaire ne sera pas présent, mais le titulaire, par contre, lui va être sanctionné parce qu'il va être décrémenté de la totalité de ses droits. Voyez, donc là vous voyez les différents cas de figure qui peuvent se présenter sur cette diapositive. C'est la diapositive la plus complète sur les impacts des conditions générales d'utilisation dans le cadre des abondements automatisés. Voilà, j'étais un peu long, pardon. Non, mais écoute, merci Philippe. Après, il reste quelques questions et puis je vois qu'il est 11h36, donc désolé à tous pour le dépassement horaire. Pour ceux qui le peuvent, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse maintenir encore un tout petit peu pour traiter, je crois, 2-3 questions qui se sont présentées entre-temps. Donc, peut-être commencer par la question de Marion. Alors, dans ce dispositif, la demande d'abondement se fait en amont de la validation du dossier par l'organisme. Tu as un peu développé le pas à pas. Lorsqu'il s'agit d'un abondement Pôle emploi, nous avons un mail de demande d'abondement après que nous ayons accepté la demande d'inscription. Donc c'est plus... c'est une remarque. Voilà, c'est une remarque, c'est deux process différents. Par contre, tu as une question sur le temps pour que les abondements soient acceptés. Une question de Corinne. Combien de temps pour que les abondements soient acceptés? Mais au niveau des abondements automatisés, c'est ça? Parce qu'au niveau de l'emploi, je pense, Philippe. Ah, Pôle emploi. Pôle emploi, c'est repréciser la distinguo entre abondement sur instruction et abondement automatisé. Ah, parce abondement automatisé, combien de temps? C'est immédiat. Hein. Dès que le titulaire vous voyez, a fait jouer les petits boutons que je vous ai montrés, les petits boutons gris-vert. Là, vous voyez, j'accepte l'abondement. L'abondement, ça y est, il est accepté. L'abondement automatisé est accepté dès que vous cliquez sur le petit bouton vert. Pour Pôle emploi, c'est différent puisqu'il y a une instruction et l'instruction, c'est 10. Alors, j'ai un affreux trou. Ouais, c'est ça, hein, c'est 10 jours. Merci Emmanuel. C'était 10 jours ouvrés. Alors, ce que je sais par contre, c'est que ce que je peux vous signaler, c'est que Pôle emploi en moyenne réagit beaucoup plus vite.
Hein, c'est 5 jours, je crois que c'est 4 ou 5 jours, le temps moyen de réponse de Pôle emploi. Si Pôle emploi ne répond pas, le silence vaut acceptation. Et dernier point, tout d'un coup je l'ai mangé. Pôle emploi. Pardon Philippe, préciser que Pôle emploi regarde, en fait, c'est sur instruction parce que c'est au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi qui a été arrêté par le conseiller avec le demandeur d'emploi. Enfin, c'est un des principaux critères qui est regardé par Pôle emploi pour accepter l'abondement aux côtés aussi de contingences budgétaires et financières par rapport à cet abondement du compte personnel de formation. Mais principalement, c'est la cohérence avec le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi que Pôle emploi prend en compte pour voilà, décider ou pas de faire cet abondement sur instruction. C'est complètement ça. Hein. Pardon. On profite peut-être pour répondre aussi à une question qu'on avait laissée de côté sur le fait que les abondements sur instruction sont valables dans toutes les régions, Philippe. Les abondements sur instruction, ah oui, c'est une convention nationale hein, qui a été signée avec Pôle emploi, hein, bien sûr, oui. Et il reste une ultime question de Corinne. Alors, pour la Caisse des dépôts, voit-on les montants des dotations et abondements qui nous sont demandés pour le bilan pédagogique et financier? Waouh. Voilà, alors voilà. ça, c'est une super question, ça. Dans les dotations qui nous est demandée pour le bilan pédagogique et financier. Je vais l'apprendre la question. Je te passerai la réponse, Nicolas. J'avoue qu'il faut que je le gratte ce truc-là. D'accord. Et tu as une remarque en fin de Fabienne qui revient, tu sais, sur la connexion avec France Connect et qui évoque des soucis de connexion rencontrés avec mon compte formation pour des jeunes Mahorais. Voilà. Ah oui, alors là, par contre, là pour Mayotte. Ouais, non. Alors franchement, si c'est ça, Mayotte, c'est un cas très particulier parce que à Mayotte, le compte personnel de formation, enfin le dispositif d'alimentation des comptes n'est pas en place. Okay. Les comptes ne sont pas alimentés. Donc, enfin, je sais pas. Aujourd'hui, vous voyez, depuis 2019, tous les comptes en métropole ou même en outre-mer, hein, mais tous les comptes sont alimentés chaque année. 500 €, 800 €, selon ce que prévoit la loi et selon la situation propre à chaque titulaire, sauf Mayotte. Pourquoi? Parce que Mayotte n'a pas ils sont pas dans le dispositif DSN. Et du coup, ils sont pas alimentés de leurs droits. Je crois qu'il faut prendre Mayotte comme malheureusement pour le moment, comme un cas particulier qu'on est en train de traiter, hein. On fait ce qu'on appelle une alimentation manuelle hein, à Mayotte. Hein. Donc pour Mayotte, ça ne m'étonne pas parce que c'est compliqué. Puis je crois qu'effectivement, France Connect, ça ne fonctionne pas très bien sur Mayotte. Ça vient de préciser que le problème avait été rencontré notamment avec le permis B. Mais, écoutez, ce que je vous propose, je pense qu'il y a certainement d'autres questions qui auraient lieu de développer, mais malheureusement, il est déjà 12h20. Je vous propose d'en rester là. La diapo que vous avez à l'écran vous évoque les prochains rendez-vous pour la professionnalisation du CARIFOREF. Je ne détaille pas vu l'heure, juste à vous informer que notre offre pour le second semestre est à paraître très prochainement, bientôt sur vos écrans, donc début juin, vous y aurez accès. Sur effectivement Pro Choisir mon métier Pays de la Loire, je vais vous montrer peut-être directement où ça se trouve. Vous avez la possibilité d'avoir accès, je l'ai évoqué en début de webinaire, mais à tous nos replays. Donc là, vous êtes sur le site Pro Choisir mon métier Pays de la Loire et donc dans Accompagnement des territoires, ressources, professionnalisation, vous avez donc les replays auquel viendra s'ajouter le replay de ce webinaire du jour. Donc désolé, merci beaucoup aux intervenants, merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Emmanuel. J'espère que pour tous, vous avez pu avoir réponse à vos principales questions. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Nicolas. Merci Nicolas, merci au CARIFOREF, merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir.